L'Iran a attaqué un navire de guerre américain dans le golfe Persique et la réponse de la marine américaine est devenue l'un des messages militaires les plus fermes adressés à l'Iran. En pleine tension dans le détroit d'Ormuz, maintenant, le 24 avril 2026, ce souvenir marquant qui s'est produit exactement le 14 avril 1988 revient avec force. Parce que cela montre ce qui se passe lorsque le régime iranien tente de transformer la route du pétrole en une arme de pression contre le monde. Je vais tout te raconter dans un instant, mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. L'affaire n'a pas commencé par une seule attaque, elle a commencé par une stratégie. Pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, dans les années 80, le conflit a quitté les tranchées et est arrivé en mer. Lorsque les deux camps ont réalisé que la guerre terrestre n'avançait pas comme ils l'espéraient, ils ont commencé à viser l'économie de l'autre. Et, dans le golfe Persique, l'économie signifiait pétrole, navires, terminaux et routes commerciales. C'est dans cet environnement qu'est née la guerre des pétroliers. L'Irak attaquait les terminaux iraniens. L'Iran répondait en ciblant des navires liés aux intérêts de Bagdad et de ses alliés. Le Koweït s'est retrouvé au centre de ce conflit parce qu'il aidait l'Irak à exporter son pétrole. Alors, Téhéran a commencé à attaquer également des navires koweïtiens. La pression s'est exercée avec des missiles, des vedettes rapides, des mines marines et de petits groupes armés. Jusqu'en 1986, plus de 200 pétroliers neutres avaient déjà été attaqués dans le Golfe et une grande partie de ces attaques visaient des navires liés au Koweït. À ce moment-là, l'Iran voulait montrer qu'il pouvait nuire à l'économie de ses ennemis sans avoir à gagner une guerre conventionnelle. C'était une tactique d'usure. Il attaquait ici, menaçait là, posait des mines sur des routes sensibles et rendait le marché mondial nerveux. L'objectif était simple. Si l'Iran était sous pression, le pétrole le serait aussi. Le Koweït a compris qu'il ne pourrait pas faire face à cette menace tout seul. D'abord, il a demandé l'aide de l'Union soviétique. Ensuite, il s'est tourné vers Washington. Pour les États-Unis, l'idée de voir des navires soviétiques entrer massivement dans le golfe Persique était inacceptable. La région était trop sensible, trop riche et trop stratégique. C'est alors que le gouvernement de Ronald Reagan a accepté une manœuvre directe. Les pétroliers koweïtiens seraient enregistrés sous pavillon américain. En pratique, attaquer ces navires ne serait plus seulement une provocation contre le Koweït. Cela deviendrait une provocation contre les États-Unis. C'est ainsi qu'est née l'opération Ernest Will. C'était l'une des plus grandes opérations d'escorte navale depuis la Seconde Guerre mondiale. Des navires de guerre, des avions de surveillance, des hélicoptères, des équipes spéciales et des navires de soutien ont été envoyés pour protéger les pétroliers dans le golfe Persique. Washington entrait en jeu pour dire à l'Iran que la route du pétrole ne serait pas abandonnée. La marine américaine était là pour escorter, protéger et, si nécessaire, répondre. Mais l'Iran n'a pas reculé. Au contraire, Téhéran a continué à tester les limites. En juillet 1987, le superpétrolier Bridgeton, qui naviguait sous pavillon américain, a heurté une mine dans le Golfe. Le navire était énorme, lourd, presque une ville flottante, chargée de pétrole. L'explosion a ouvert un trou dans la coque, mais le navire n'a pas coulé. L'embarras était d'une autre nature. Les navires de guerre américains qui escortaient le superpétrolier ont commencé à naviguer derrière lui, utilisant le géant endommagé comme protection contre de nouvelles mines. C'était une image forte. Un pétrolier blessé devant, des navires militaires derrière, et l'Iran montrant qu'il pouvait faire mal, même sans apparaître dans un combat direct. Cette mine a été le premier grand avertissement. Le régime iranien misait sur une guerre des nerfs. Il n'avait pas besoin de couler toute une flotte, il suffisait de créer la peur. Il fallait que chaque capitaine se demande si la prochaine route était sûre ou cachait une mine. Voilà la force de la terreur en mer. Invisible, silencieux et coûteux. Sauf que Téhéran a commis une grave erreur. Il pensait pouvoir continuer à attaquer sans franchir une ligne rouge définitive. En octobre 1987, l'Iran a lancé des missiles contre des navires dans la région. L'un d'eux a touché le Sea Isle City, un pétrolier qui opérait déjà sous pavillon américain. 18 personnes ont été blessées. Et le capitaine américain a été gravement blessé.
Pour Washington, la patience était à bout. La réponse est venue avec l'opération Nimble Archer. Des destroyers américains ont été envoyés contre des plateformes iraniennes dans le champ pétrolier de Rostan. Selon l'accusation américaine, ces plateformes étaient utilisées comme base militaire par la garde révolutionnaire islamique pour coordonner des attaques contre les États-Unis. Les Américains ont donné un avertissement pour que les Iraniens évacuent. Ensuite, ils ont ouvert le feu. Pendant environ 90 minutes, les canons américains ont frappé les structures. Des équipes spéciales sont même montées sur une plateforme pour récupérer du matériel de renseignement. Le message était clair. Si l'Iran utilisait des infrastructures en mer pour attaquer des navires, ces infrastructures cesseraient d'être intouchables. Pendant quelques mois, Téhéran a réduit ses attaques aux missiles contre les navires battant pavillon américain, mais il n'a pas abandonné la tactique des mines. C'est alors que survint l'épisode qui changea le cours de la guerre en mer. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1988, un navire iranien est sorti pour poser des mines sur la route d'une frégate américaine. La zone était le golfe Persique, une route sensible utilisée par des navires militaires et commerciaux. La frégate était l'USS Samuel B. Roberts. Le navire faisait partie de la présence américaine dans la région et était en mission lorsque l'équipage a aperçu des objets suspects dans l'eau. Le capitaine a tenté d'agir rapidement. L'ordre a été de s'arrêter, de reculer et d'éviter le champ de mines. Mais une mine non détectée a explosé sous le navire. L'impact a été brutal. Le Samuel B. Roberts a été soulevé par l'explosion, sa coque a été déchirée, il a subi de graves dommages à sa structure et a failli couler. 10 marins ont été blessés. Aucun Américain n'est mort, mais l'attaque était trop grave pour être considérée comme un accident. La marine américaine savait que cela aurait pu envoyer le navire au fond du Golfe. L'équipage a réagi avec discipline. Les marins ont combattu les incendies, renforcé la structure, contrôlé l'entrée d'eau et sauvé le navire. Pendant des heures, ils se sont battus pour maintenir la frégate à flot. Le Samuel B. Roberts a été gravement endommagé, mais il n'a pas été vaincu. Et cette différence a été décisive. L'Iran a touché le navire, mais n'a pas réussi à le couler. L'attaque que Téhéran aurait pu présenter comme une victoire a finalement marqué le début d'une riposte bien plus importante. Des plongeurs ont retrouvé des parties de la mine. Les numéros de série ont été reliés à des mines iraniennes capturées auparavant sur un navire appelé Iran Agi. Pour Washington, la conclusion était claire. L'Iran était derrière l'attaque. Le rapport est parvenu au gouvernement Reagan. La réponse a été qualifiée de proportionnée. Mais en mer, ce qui est arrivé semblait bien plus qu'un simple geste symbolique. 4 jours plus tard, le 18 avril 1988, les États-Unis ont lancé l'opération Pré-Mantis. La marine américaine est sortie pour frapper des cibles iraniennes dans le Golfe. La mission comprenait des groupes d'action de surface, des navires de soutien et une couverture aérienne depuis le porte-avions USS Enterprise. L'objectif était de punir l'agression, réduire la capacité iranienne de menacer la navigation et montrer qu'attaquer un navire de guerre américain aurait un coût immédiat. Le commandement de l'histoire et du patrimoine naval des États-Unis indique que l'opération a été lancée en représailles à l'attaque contre l'USS Samuel B. Roberts. Les premières cibles étaient des plateformes iraniennes qui, selon Washington, servaient de base pour la garde révolutionnaire islamique. Les Américains ont sommé d'évacuer, puis ont ouvert le feu. Les plateformes Sassan et Syrie ont été touchées. La logique était simple. L'Iran utilisait des points en mer pour surveiller, coordonner et soutenir des attaques. Donc, ces points devaient être éliminés. L'opération ne s'est pas arrêtée aux plateformes. Lorsque des embarcations iraniennes ont tenté de réagir, elles ont été affrontées. Une vedette rapide iranienne s'est approchée et a attaqué. Les Américains ont répondu avec des missiles. Des avions iraniens ont tenté de s'approcher et ont également été repoussés. La frégate iranienne Saran est entrée dans le conflit, a ouvert le feu sur des avions américains et a fini par être touchée par des missiles et des bombes. La Sabalan, une autre frégate iranienne, a également été attaquée et mise hors de combat. L'Iran a tenté de montrer sa force, mais il a rencontré une réponse organisée, rapide et puissante. En quelques heures, la situation a complètement changé. Ce qui a commencé par une mine contre un navire américain s'est terminé par des plateformes détruites, des embarcations iraniennes coulées ou endommagées et la marine iranienne recevant l'un des plus grands coups de son histoire moderne.
Le matériel qui circule à propos de cet épisode résume l'impact de manière directe. En l'espace d'environ 8 heures, la marine américaine a coulé ou neutralisé une grande partie de la capacité navale de combat de l'Iran. C'est ce point qui rend l'affaire aussi sensible jusqu'à aujourd'hui. L'Iran a tenté d'agir dans l'ombre en utilisant des mines et des attaques indirectes. Les États-Unis ont répondu ouvertement, dans le même cadre où la provocation avait eu lieu. Téhéran voulait contrôler la peur dans le Golfe. Washington a montré qu'il pouvait aussi contrôler le coût de cette peur. Après l'opération Praying Mantis, les attaques iraniennes contre les navires neutres dans le Golfe ont fortement diminué. 3 mois plus tard, le 18 juillet 1988, l'Iran a accepté la résolution de cessez-le-feu de l'Organisation des Nations Unies mettant fin à la guerre contre l'Irak. Le régime, qui pendant des années affirmait qu'il ne reculerait pas, a dû accepter une issue amère. La pression en mer n'a pas été la seule raison, mais elle a pesé. L'Iran a compris que continuer à provoquer la marine américaine pourrait ouvrir un front que Téhéran n'avait pas les moyens de soutenir. La leçon est dure. L'Iran a endommagé un navire américain, mais n'a pas maîtrisé la réaction. C'est cette partie qui revient hanter le régime chaque fois que le détroit d'Ormuz se retrouve au centre de la crise. Téhéran s'est menacé. Il sait utiliser des vedettes, des mines, des drones, des missiles et de la propagande. Il diffuse des images pour tenter de montrer qu'il maîtrise la situation. Mais l'histoire montre qu'il y a une énorme différence entre harceler des navires commerciaux et affronter directement la marine américaine. Le détroit d'Ormuz est au cœur de ce conflit. Ce passage relie le golfe Persique à la mer d'Arabie et concentre une partie vitale du commerce mondial du pétrole. Lorsque l'Iran menace cette route, il ne menace pas seulement Washington. Cela touche les acheteurs en Asie, met la pression sur les alliés, effraie les compagnies d'assurance, augmente le coût du fret et impacte le portefeuille de millions de personnes. C'est pourquoi la menace iranienne est si grave. Elle transforme un conflit régional en un problème mondial. Le régime utilise cet atout parce qu'il sait que Hormuz donne du poids à son discours. Quand Téhéran se sent encerclé, il recommence à dire qu'il peut fermer le détroit. Quand il subit des sanctions, il menace d'empêcher les exportations. Quand il se sent désavantagé, il essaie de montrer qu'il peut nuire à tout le monde. C'est une politique de chantage stratégique. Si l'Iran saigne, le monde paie aussi. Mais l'opération Prime Mantis a montré le risque de ce pari. L'Iran peut certes semer le chaos au début, mais ce chaos ne reste pas sous son contrôle. Une mine peut toucher un navire, un missile peut frapper un pétrolier. Un hors-bord peut provoquer une escorte. Mais lorsque la réponse américaine commence, Téhéran cesse de décider seul du rythme de la crise. La vengeance de la marine des États-Unis a été brutale parce qu'elle n'est pas restée au stade de la menace. Elle a frappé des plateformes, des navires, des systèmes de soutien et le moral iranien. Ce fut une réponse calculée, mais lourde. Washington n'a pas eu besoin d'envahir l'Iran. Il n'a pas eu besoin de déclarer une guerre totale. Il a suffi de montrer qu'en mer, la provocation aurait une conséquence directe. Et c'est un message qui résonne avec la situation actuelle. Chaque fois que l'Iran recommence à tester les limites dans le détroit d'Ormuz, le souvenir de 1988 refait surface comme un avertissement. Le régime peut essayer de répéter le jeu des mines, des bateaux rapides et de l'intimidation. Mais il sait que l'histoire ne joue pas en sa faveur lorsque la marine des États-Unis décide de répondre. L'image qui reste est simple. L'USS Samuel B. Roberts a été touché. Il a failli couler, mais il a survécu. L'équipage a maintenu le navire à flot. La marine américaine a réagi. L'Iran a perdu des plateformes, a perdu des embarcations et a vu ses capacités navales humiliées en quelques heures. Ce qui avait commencé comme une agression cachée s'est terminé par une démonstration publique de la force américaine. Cet épisode a également démonté la propagande iranienne. Téhéran aime vendre l'idée d'une résistance absolue, mais lorsque la pression militaire est arrivée directement dans le Golfe, le régime a reculé. Après des années de guerre, il a accepté le cessez-le-feu. Après avoir tenté d'intimider des pétroliers, il a vu sa flotte être touchée. Après avoir transformé les mines en armes politiques, il a découvert que la mer pouvait aussi lui apporter une réponse. Au final, l'affaire reste d'actualité, car la logique iranienne a peu changé. Le régime essaie toujours d'utiliser les routes maritimes comme instrument de pression. Il mise encore sur l'intimidation. Il cherche encore à semer la peur sans en assumer pleinement le coût.
Mais l'histoire a laissé une trace difficile à effacer. Lorsque l'Iran a frappé un navire de guerre américain, la réponse a été rapide, forte et douloureuse. Et lorsque le détroit d'Ormuz redevient le centre de la crise, ce souvenir sert d'avertissement. Téhéran peut allumer le feu dans le Golfe, mais il ne décide pas seul de la façon dont ce feu se termine. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.